Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Une émission que vous pouvez suivre en direct et en simultané, comme je l'ai dit, sur les médias leaders et aussi en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le relèvement de 2 officiers de gendarmerie de leurs fonctions suite à l'attaque d'Inata, suspension du processus de révision exceptionnelle des listes électorales biométriques et cela en vue des municipales de 2022 et la réouverture annoncée des frontières terrestres et ferroviaires à partir du 1er décembre 2021. 3 décisions prises en Conseil des ministres hier et enrôlées en cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Nous aurons tout à l'heure la lecture et le décryptage des juges au siège, mais ça sera après la première virgule de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, je donne la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine? Merci, président. Mon avant-propos va concerner un post de Lionel Bilgo sur sa page où il dit être l'objet de menaces. C'est vrai que de fait de menaces, ce n'est pas la première fois que M. Bilgo est menacé. Il y a eu, on se rappelle, cette période où une balle de fusil a même été déposé devant sa porte. Cela avait défrayé la chronique. Mais bon, je pense que ces menaces sont liées à sa dernière sortie, notamment après son passage au niveau de JDS et puis les autres publications qui y sont allées. Donc, réputé ne pas avoir sa langue dans sa poche, c'est de dire les choses crûment et de trouver les mots, effectivement, pour le dire. Naturellement, ça dérange dans l'un ou dans l'autre camp, en fonction de où vous êtes et en fonction de ce qui est effectivement servi. Donc, dans cette situation, ce n'est pas les menaces voilées ou ouvertes la solution. Et il a bien dit dans son poste, nos ennemis communs sont l'insécurité, la corruption et la malgouvernance. En dehors de ça, il ne devrait plus en avoir. Donc, ce n'est pas des problèmes de personnes, c'est des problèmes d'un pays, d'une nation à laquelle on appartient. Et on dit effectivement ce qu'on pense en fonction de ce qu'il y a. Donc je pense que ce n'est ni plus ni moins que cela. Que des hommes appellent le secours, que des hommes demandent à manger et ne sont pas servis, il y a naturellement à se poser effectivement des questions. Mais de là effectivement à sortir la menace, comme si effectivement c'était ça la solution, non. Ce n'est pas d'appliquer, comme on appelle ça, c'est de ne pas d'appliquer le produit, mais si la plaie mérite un nettoyage profond, sérieux, avant qu'on applique les produits, il faut éventuellement avoir le courage de le dire. Nous sommes dans une situation où toutes les intelligences pour régler le problème sont bien. C'est vrai, il y en a qui sont sur fond de manipulation, de récupération. Sur le plan politique, ces choses-là, on ne peut pas empêcher. Mais faites en sorte que ni personne ne puisse manipuler, ni personne ne puisse récupérer, parce que la personne va manipuler et récupérer à partir également de ce que vous aurez fait ou ce que vous n'aurez pas fait. Donc à un moment donné, si on applique le principe du 100% responsable, il n'y a pas à dire, à pointer un doigt accusateur, il n'y a que des hommes qui doivent effectivement s'assumer. J'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet de menaces. Il a publié, il a dit, il refuse l'indifférence, le silence complice. Vos manigances, vos intimidations ne sont que source de motivation pour agir encore pour le bien de mon pays. On parle pays, on ne parle pas personne. Donc, à ceux qui menacent ou à celles qui menacent, c'est de tenir compte également et de dire les choses, je dis bien, avec recul. Est-ce que ce qui est dit, c'est vrai ou ce qui est dit n'est pas vrai? Je pense que le vrai débat, il est beaucoup plus à ce niveau. Et ceux qui sont au pouvoir, ou qu'ils ne soient pas au pouvoir, qu'ils menacent ou pas, doivent s'inspirer de notre pays qui est très riche en enseignement en la matière. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Oui, merci, président. Bon, dans la même veine de ce que disait Bernard Bougma avant d'avancer dans mon avant-propos, je sais que Lionel Bilgo, c'est quelqu'un d'assez fort dans la tête. Et puis, je pense que ce n'est pas cela qui va émousser son envie d'apporter
sa pierre à l'édifice de la construction de ce pays-là par la critique objective. Et je pense qu'il faut faire mentir ce que Henri Queuille disait, que la politique, ce n'est pas faire taire les problèmes, mais c'est faire taire ceux qui les posent. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire la politique. Je crois que l'homme il est très objectif et en tout cas, d'une façon ou d'une autre, ce qu'on ne pourrait pas lui enlever, c'est son opinion. Et l'exprimer, c'est un courage. Et aux autres d'avoir le courage d'exprimer la leur et non de vouloir faire taire ceux qui posent les questions. Et c'est une pensée aussi à lui. Je me rappelle qu'après le JDS, journal du dimanche soir, le lendemain, il me disait qu'il avait reçu beaucoup d'appels et tout. Bon, on avait discuté. On sentait que ça commençait déjà à chauffer. Et puis bon, n'empêche qu'après, il a fait aussi ses postes qu'il a l'habitude, dont il a l'habitude, avec sa lecture de la situation nationale. Et je pense que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Je disais ici hier que pour beaucoup, la critique fait de vous quelqu'un qui n'aime pas le pays ou qui, n'est pas patriote, alors que bien au contraire, c'est parce que vous voulez que les choses avancent et que les choses changent, que vous apportez votre regard, que vous apportez votre conviction, que vous apportez votre critique. C'est comme ça qu'on construit ce faisceau-là ensemble. Ceci dit, j'avais un autre avant-propos, ça concerne le Mali. On sait un peu plus sur les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO et les personnes qui sont concernées. On parle de 149 personnes sur la liste. Le président Ouattara lui-même n'en fait pas partie, mais il est reconnu comme étant ceux qui font partie de ceux qui empêchent le retour à l'ordre normal. Et quand on regarde dans la liste des 149, vous avez tout le gouvernement, à l'exception du ministre des Affaires étrangères. Vous avez aussi ceux du CNT. On parle d'une liste additive qui va venir, qui va cibler les proches de ces figures de proue, notamment de la transition. Je répète toujours mon inquiétude. Est-ce que ça sera quelque chose d'opérant pour la CEDEAO elle-même? Est-ce que ça va apporter les fruits? Est-ce que ça va apporter on va dire comme ça, le changement voulu? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'accompagner ce Mali-là? Est-ce qu'on va aller crescendo dans les sanctions et l'étau qui est en train de se refermer autour des figures de proue de cette transition? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Est-ce qu'on ne va pas passer le cap qui a été celui vu à un moment donné où on a asphyxié une économie, on a asphyxié un peuple? Je pense que la CEDEAO devait revoir ses méthodes parce qu'elles ne sont pas du tout du goût des administrés, parce que la critique, elle est très acerbe à l'endroit des décisions de cette CEDEAO, notamment des chefs d'État et de gouvernement. Il faut revoir la copie. C'est vrai aussi que, je le dis encore, ce n'est pas dit que pour cette transition et ceux qui l'animent, il y a à donner un boulevard pour qu'ils se donnent tout le temps de faire ce qu'ils veulent. Mais je crois aussi que c'est ensemble qu'ils devraient pouvoir discuter puis trouver des justes milieux. Il y a une réalité malienne qui est très particulière et il y a une question malienne qui doit être gérée aussi d'abord par les Maliens. Maintenant, quand on a l'impression que les pressions fusent de toutes parts, parce qu'il y a les choix aussi, il ne faut pas qu'on se leurre, du Mali vis-à-vis des questions sécuritaires qui augmentent la pression sur elle. Donc tout le monde comprend plus ou moins aussi le jeu qui est en train d'être fait. On espère qu'on pourra sortir par le haut et que, bon, comme la CEDEAO le disait elle-même, sur la liste, certains peuvent être retirés, certains peuvent être ajoutés. Je crois que ce n'est pas ça le plus important, mais c'est que la situation puisse s'améliorer et qu'on ait à un moment donné, à terme des élections, qui soit crédible et accepté de tout le monde. Et ça fait avec un travail qui est fait avant et il faut aider cette transition-là à pouvoir le faire. Merci, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sous le coup de 8 heures. Attaque du détachement de la gendarmerie d'Inata dans le Soum. Le dernier bilan officiel fait état de 53 morts, dont 49 gendarmes et 4 civils. Une enquête administrative est annoncée pour, en tout cas, élucider les questions relatives à la situation de ravitaillement du détachement et aussi aux conditions de la relève des effectifs. Mais en attendant, le Conseil des ministres d'hier a annoncé en tout cas le relèvement des fonctions du commandant du groupement des forces de la première région de gendarmerie, aussi celui du secteur nord, des décisions qui sont tombées hier, comme je l'ai rappelé pendant le compte rendu du Conseil des ministres. Juge Bougouma, hier en avant-propos, vous avez souhaité qu'on situe les responsabilités. Déjà, on peut dire que c'est un pas qui a été franchi. Je n'ai pas souhaité, j'ai regretté qu'on ne soumet pas, comment on appelle ça, on ne situe pas les responsabilités. Ce n'était pas un souhait, c'est des regrets. Parce que j'ai dit, ce n'est pas la première fois.
depuis que nous sommes attaqués, il y a eu ce genre de cas où effectivement, j'ai dit ne serait-ce que déjà les sanctions administratives ou des suspensions à titre conservatoire en attendant que les enquêtes situent les responsabilités, on ne les a pas eues. Et j'ai cité plusieurs attaques. Le 2 mars, on était frappé en plein cœur à Ouagadougou. Certains officiers supérieurs de l'armée burkinabé avaient été accusés à tort ou à raison en sourdine d'avoir été des complices de ceux qui nous ont attaqués. Ces informations, on les a eues dans des cercles restreints, dans des salons feutrés, et ça a arrêté là. Le nom de, j'ai dit bien, de certains officiers supérieurs ont circulé, les noms ont circulé, et en même temps, ça jette un discrédit sur vous. Mais c'est resté là. Les enquêtes qui vont être diligentées pour la suite, c'est terminé. On n'en a plus eu, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors que plusieurs sources indiquaient des complicités internes. Yirgou, pareil. Solhan, pareil. Et d'autres. Ça dit qu'à un moment donné, il y a un dysfonctionnement de l'appareil, mais rien. Solhan, nous avons eu les infos que l'alerte a été donnée, les positions ont été données depuis que les groupes armés ont commencé à faire un mouvement, jusqu'à où ils se sont arrêtés avant d'aller attaquer, du début jusqu'à la fin de l'attaque, que les informations étaient données. Personne n'a bougé. Il y avait un détachement qui n'était pas loin, qui n'a pas bougé, parce qu'on nous dit que bon, les uns et les autres craignaient que la route ne soit minée. Mais des gens vous donnent des positions de groupes armés en plein jour, avant même que l'attaque n'ait lieu la nuit. Tout ce temps-là, on l'a observé. Rien. Donc on s'était posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qui a fait que, ou pourquoi qui de droit n'a pas bougé? Rien. J'ai dit toutes les attaques emblématiques. Ça dit si à chaque attaque on devait relever des gens, on n'allait pas avoir de commandement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des moments où il y a des indices clairs de quelqu'un qui n'a pas assumé clairement ses responsabilités. Il n'est pas à sa place. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc hier, moi, je n'étais pas dans une logique de, comment est-ce qu'on appelle, de choses, je n'étais pas dans une logique de revendication de non, moi je regrette. Et ça a été le lit de, comment on appelle ça, et ça a favorisé un certain nombre de laisser faire ou de laisser aller. Donc je pense que c'est dans cette situation, voilà. Mais enfin, il y a eu deux personnes qui ont été relevées. Est-ce que ce sont les deux seuls responsables? Le chef de l'État promet qu'à l'issue des enquêtes, on en saura. Mais les autres enquêtes des attaques antérieures qui ont eu lieu avant, où il y avait effectivement des gens qui disent nous on a appelé, on a averti, on a si. Ces enquêtes-là sont où? C'est où? Personne n'a bougé. Quand ça chauffe réellement, c'est peut-être au niveau du commandement qu'on change. C'est le chef d'état-major général des armées qu'on change. C'est un ministre qu'on change. Tous ceux qui sont dans le dispositif opérationnel, personne ne bouge. Donc, il faut qu'un nouveau chef arrive et puis réellement, comment on appelle ça, faire des réajustements à l'intérieur, envoie également sa nouvelle équipe, comme nous sommes en train d'assister actuellement. Et d'ailleurs, cette nouvelle équipe aussi était la conséquence des revendications des uns et des autres après l'attaque de Solhan, où l'opposition et la société civile ont demandé le départ des deux ministres. Et c'est dans la foulée que les mesures fortes annoncées, et c'est longtemps après, bon, les ministres ont été remplacés, on met du temps avant d'avoir un nouveau chef d'état-major général des armées, et puis du 109 dans le commandement. Mais j'ai dit, mais on a mis du temps entre l'attaque de Solhan, la pression, la sortie du président, la nomination des deux ministres et le changement du commandement. Regardez le temps qui s'est écoulé. Mais il y a un problème. Donc hier, je ne mettais pas un souhait, je m'étais indigné de, comment on appelle ça, de cette passivité-là, de ce laxisme-là. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que nous sommes dans une telle situation. Et c'est ce que j'étais en train d'exprimer, c'est ce que j'étais en train de dire. Et d'ailleurs, Bilgo, j'ai cité Bilgo tout de suite un bout, mais d'ailleurs il dit dans sa publication, un compétent sous-employé est un manque à gagner, mais un incompétent suremployé est une source de faillite certaine. Donc si dans la chaîne, au niveau du dispositif, il y a des compétences qui ne sont pas bien exploitées, il faut les exploiter. S'il y a des incompétents qui perdurent à leur poste et qui font que nous sommes comme régulièrement attaqués, mais naturellement c'est comme ça. C'est dans cette situation. Oui. Mais c'est ça aussi la réalité.
Donc j'ai dit bien, on a été frappé en plein cœur de Ouagadougou. Les responsabilités ont été situées à quel niveau? Je ne parle pas de capacité, je parle de l'état-major général des armées du Burkina. C'est tout un symbole. De l'état-major, c'est tout un symbole. J'ai dit, où des enquêtes vous dites qu'il y a des complicités à l'intérieur. J'ai dit bien, où des officiers généraux ont été, à tort ou à raison, soupçonnés ou accusés. Parfois à demi-mot. Rien eu. Jusqu'à ce niveau, rien. Donc, pourquoi? Il a fallu maintenant l'indignation pour qu'on en arrive là. S'il n'y avait pas eu ce tollé, est-ce que ces messieurs allaient d'ailleurs être relevés? Je ne sais pas. Ont-ils été relevés parce qu'ils sont responsables ou ont-ils été relevés au nom de la responsabilité première qu'ils ont sur les hommes? Parce que c'est ça aussi. À un moment donné, vous n'êtes pas coupable. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ça ne veut pas dire que vous êtes commanditaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes complice. Mais la noblesse qui va avec la fonction, la responsabilité qui va avec, à un moment donné, vous dites, j'ai failli à ma mission. Ou votre supérieur vous dit, je vous comprends, ce n'est pas de votre faute, mais nous avons une leçon à donner. Vous allez plonger, moi je demande votre démission. Parfois vous dites que c'est injuste, oui, mais c'est comme ça, je demande votre démission. Ou bien c'est vous qui voulez dire, patron, je ne peux plus rester à mon poste. Il dit, non, ce n'est pas de votre faute. Il dit, je sais, ce n'est pas de ma faute, mais je préfère partir. Parce que partir, pour moi, vous protège et moi également. Et c'est comme ça. Mais nous n'avons pas ça. Ce barreau d'honneur-là, on ne l'a pas. C'est comme je l'ai dit, nous sommes dans un contexte d'insécurité totale. Mais le comportement de ceux qui le gèrent, sur le plan moral, social, ne montre pas que nous sommes en guerre. Et ça, c'est déplorable. C'est pourquoi, pour terminer, deuil national, nous partons sur les terrasses. Nous buvons la bière, sans musique, on se lève, on rentre à la maison. On attend que le délai s'épuise et puis c'est reparti. Puisque là-haut, il n'y a pas cet exemple-là. Beaucoup d'activités de Jean Djoba sont maintenues. Je suivais le 20h de la télévision nationale hier. Il y a une activité personnellement qui m'a choqué. Comme ça engage une institution, je ne vais pas nommer, mais ça me choque. Parce que c'est des gens qui devaient donner l'exemple. Mais on n'en est pas là. Dans un contexte de deuil national, ça, ce n'est pas des éléments à montrer à un 20h de la télévision nationale dans ces conditions. Et ça, moi, je le dis, je l'assume. D'accord. Alors, juge Va, on l'a dit, 2 officiers de gendarmerie relevés de leurs fonctions. On annonce une enquête administrative. Pour certains, il faut aller plus loin et même situer les responsabilités sur le plan pénal. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une enquête administrative qui a été ouverte. C'est ce qu'a annoncé le président du Faso. Mais moi, c'est dire que la situation, comme beaucoup de Burkinabés, je l'ai dit, je tombe des nues, ça exprime une surprise, mais je suis plus qu'estomaqué que de voir ça. Je vous assure que les premières heures, quand on a vu diffuser certaines lettres qui dénotaient que ceux qui ont été attaqués avaient été affamés, disons-le de façon aussi claire, et qu'elles avaient même, parlant de ces forces-là, exprimé l'état d'indigence dans lequel ils étaient, et puis la non-possibilité pour eux de pouvoir subvenir à certains besoins primaires du fait du cordon qui a été coupé, qu'il n'y ait pas eu de suite. J'ai dit non, Dieu fasse que ce soit un fait que le papier là ne soit pas vrai, parce que ce n'est pas possible. Et après, on a vu le DIRCAP de la présidence qui, dans un papier posté sur son, je pense que ça doit être sur son compte Facebook, s'indignait de ce que ce type de document-là ait été relayé, parce que c'est de nature à, encore comme on le dit d'habitude, à décourager nos forces. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que quelquefois des gens, lorsqu'on indexe un problème, aiment bien regarder l'index et non la direction vers le problème qui est interrogé. Ils ont recommencé le même discours. Des gens, c'est vous qui démoralisez. Mais attendez, même dans la stratégie, dans la stratégie de nuisance contre une force face à laquelle on ne peut pas directement, on commence à la couper de tout. Mais si c'est nous-mêmes qui ne voulons pas trouver les moyens pour pouvoir ravitailler nos hommes, vous voulez qu'ils puissent avoir quelle force et avec quoi ils vont répondre à une attaque quelconque? On les laisse s'affaiblir et puis on vient, on les achève. Et moi, quand j'ai écouté le président du Faso hier, j'ai dit, mais on est arrivé à ce stade alors.
Donc c'est vrai. Ils ont lancé un cri de cœur qu'ils ont faim. Ils sont obligés de faire ce qu'ils peuvent. Et les gens n'ont pas répondu. Ça, il y a eu 53 morts, c'est ce qu'on a officiellement. Mais combien de fois ça se passe alors dans notre armée? Moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, tout le monde est vraiment abattu. Parce que ça, c'est ce qui est présenté. Mais quelle est la réalité sur le terrain? C'est la question que moi je pose. Dans quel ordre de grandeur on est dans ce genre d'incompétence? Moi, c'est la question que je me pose. Ce qu'on voit à Inata, est-ce que ça se répète souvent? Mais auquel cas, qui démoralise nos forces? C'est les petits gens qui font des petits posts sur les réseaux sociaux là. Je pense que ce qu'on voit là, ça c'est pire. C'est grave. Je crois que c'est ça qui fait craindre les Burkinabés aujourd'hui. C'est ce qui a fait que les gens sont sortis. Ils se sont dit, mais si c'est comme ça qu'on traite nos gars nos boys qui sont au front, mais il faut avoir peur. Si on ne secoue pas les gens, ils ne vont pas se mettre au sérieux. Maintenant, il y a une enquête. On est habitué aussi, et c'est là où je pense que le président Faso va prendre toutes ses responsabilités. Le mot enquête, on a ouvert une enquête là. Le Burkinabé est habitué à ça. Le Burkinabé est habitué à ça. Ce qui s'est passé est tellement grave que si très vite, il parle d'enquête administrative, je ne pense pas que pour remonter la chaîne de la hiérarchie, pour comprendre qui a failli et qui n'a pas donné réponse, ou qu'est-ce qui s'est passé, qui n'a pas corrigé les erreurs, pour le faire, il n'y a pas besoin de prendre 4, 6, 8 mois. Non, une chose est d'ouvrir une enquête, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut qu'on ait ça très rapidement, parce qu'on est en guerre. Celui que vous enverrez encore au fond, mais celui que vous enverrez quelque part, quand il a appris ça, il sait ce qui se passe, ou bien il se parle, mais c'était même mon ami. Et puis, regardez, on parle d'une relève, mais ils savent les conditions de ceux qu'ils vont aller relever. Donc ça veut dire que voilà ça dit que vous connaissez votre futur. C'est là, c'est le problème là qu'elle a posé. Et voilà ce qui s'est passé, 53 mois pour l'instant. C'est trop démoralisant. Et je crois que la façon d'inverser la tendance déjà, ouvrir une enquête c'est bien, enquête administrative comme disait le président du Faso, mais il faut que rapidement les responsables là soient indexés. Comme il a dit lui-même, que personne n'échappe à la sanction au regard des actes qui ont été posés, mais ça ne doit pas attendre 1 an, 2 ans. Parce que ça, c'est tellement grave qu'il ne faut pas laisser courir. C'est ce que je crois. Et puis, il ne faudrait pas qu'on pense que ça pourrait, dans notre armée, se faire selon une certaine échelle. Parce que si vous ne sévissez pas maintenant, ça veut dire qu'en fait, c'est une gangrène que vous avez. Si vous voulez commencer ici, c'est déjà gâté. Et ça, je pense que ce n'est pas un message qu'on devrait envoyer. Je dis encore une fois, enquête, c'est bon, monsieur le président, mais ce qu'on veut, c'est de savoir qui a fait quoi et pourquoi est-ce que ces gens-là sont morts. Si vous n'y parvenez pas, je crois que s'il y a encore une autre attaque, les gens ne vont même pas vous pardonner, ils ne vont pas attendre que les résultats de cette enquête-là sortent. Et ça, c'est une vérité, c'est une vérité. Il ne faut pas tourner autour du pot concernant cette question-là. Maintenant, Bernard le disait, il y a des gens qui ont été relevés ici et maintenant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la responsabilité de fait. Il y a des gens qui sont sous vous, vous avez dans vos missions l'organisation d'un certain nombre d'éléments, ou bien cela vous échoue en termes de prérogatives. Clairement, le responsable premier, c'est vous, avant de regarder quel manquement il y a eu à l'intérieur et tout. Et ça, ce qui me fait mal aussi, et ça, il faut que je le dise de façon très claire, depuis Inata, c'est-à-dire que les responsables logiques devaient être relevés depuis. Il ne fallait pas attendre que les gens sortent dans les rues là pour que... On a l'impression qu'on ne réagit que lorsqu'il y a la pression. Alors qu'on est en guerre, je pense que l'offre domestique là, pour la question sécuritaire, se calibre au fil du temps. On devrait sentir qu'il y ait un calibrage au fil du temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Les changements se font à chaque fois qu'il y a des morts et que les gens sortent pour dire on n'est pas d'accord. Si c'est comme ça, non, on ne veut plus, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Solane, c'est quand les gens sont sortis, on a daigné changer les ministres en question. Mais on savait que ça n'allait pas. Des ministres qui ne parlent pas avec certaines personnes qui, dans la hiérarchie militaire, sont ceux qui répondent de lui et qui doivent... implémenter ce qu'il a comme décision ou stratégie. Vous ne vous parlez pas. Il y a une atmosphère qui est délétère. Tout ça, tout le monde le savait. Mais il faut attendre qu'il y ait Solane, il faut attendre qu'il y ait des éléments forts pour qu'on vienne corriger. Aujourd'hui, Inata, ça arrive, on est là, on regarde, et puis les gens sortent, ils commencent à s'organiser même dans les villes de l'intérieur. C'est là qu'on
on essaie de suspendre dans ce qu'il y a comme responsable dans la chaîne, deux éléments. Ça devrait se faire très vite. Ça devrait se faire très vite. Et après, ouvrir une enquête et tout. J'ai l'impression qu'on ne calibre qu'après la pression. Donc, c'est comme si il n'y a pas une stratégie volontaire, il n'y a pas quelque chose qui est ficelé, il n'y a pas quelque chose qui est, comment dire cela, qui est presque automatisé, parce que il y a des rencontres qui sont faites tout le temps, il y a des ajustements qui sont faits tout le temps. On a l'impression que ce n'est pas ça. On ajuste que quand la rue est fatiguée, elle commence à mettre la pression. Mais ça, c'est pas un bon message. Sanction, j'ai dit encore ce qu'on a eu avec le Conseil des ministres hier, c'était attendu, mais je pense qu'on devrait être moins dans la réaction. On devrait vraiment être moins dans la réaction. On devrait donner moins cette impression-là. D'accord. Alors, juste pour moi, c'est vrai que quand on parle de l'armée, c'est la grande muette qui a ses méthodes, sa façon de fonctionner. Mais pour beaucoup, le contexte a changé, on est en guerre, il faut aussi tenir compte de cela. Et on demande même un audit de la direction centrale de l'intendance militaire pour justement voir clair dans le processus de paiement des primes, aussi la gestion des questions de relève. Est-ce que vous êtes favorable justement à ces idées-là? Nous ne demandons même pas à l'armée de parler. On ne leur demande pas de la communication outrance. C'est le résultat qui parle. Est-ce que nous sommes attaqués, oui ou non? Est-ce que la réponse est à la hauteur de l'agression subie, oui ou non? Est-ce que nos hommes montent en puissance, oui ou non? Ça, ce sont des faits qui parlent. Et c'est la meilleure communication qui est envoyée. Quand il y a eu tout récemment à Touéni, rapidement, les infos ont été données qu'il y a eu cette base-là qui a été détruite, pilonnée par l'armée. Quand il y a des opérations qui sont lancées, qu'il y a des résultats, on voit, c'est tout. Mais maintenant, à côté, il y a aussi la gestion administrative qui va avec. Et là, effectivement, il faut un audit pour constituer clairement les responsabilités. Autant d'argent mobilisé, plusieurs budgets des ministères clés saucissonnés pour pouvoir renflouer la défense et la sécurité. Et à la fin, les gens demandent à de la nourriture et ça ne vient pas. Pourquoi ? C'est l'argent qui manque ou qu'est-ce qui se passe? Commande de matériel à outrance. Il y en a qui disent que le matériel n'est pas adapté, il n'est pas bien, il n'est pas si. Oui. Donc il nous faut également que les Burkinabés voient clair dans cette affaire. Et ça, ce n'est pas trop demandé. Si à l'intérieur, il y en a qui jouent avec la vie de nos soldats, avec nos vies, c'est inimaginable, c'est criminel ça. C'est très grave, c'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas mobiliser autant de ressources nationales et même extérieures, des dettes qu'on a contractées, qu'on va payer, pour nous sécuriser et vous amuser à jouer avec. Non. C'est la même chose par rapport à la gestion liée aux vivres, où des agents indélicats du ministère de l'Action sociale ont été épinglés et jugés dans cette affaire-là. Donc, il y a cette réalité qui est là. Donc, l'audit, pour moi, ce n'est pas trop demandé. Parce que c'est le contribuable qui casque, donc il doit savoir. Surtout que le résultat, il est mitigé. S'il avait du bon résultat, il peut dire oui, bon, mais il n'en a même pas. Il y a un résultat, mais qui n'est pas satisfaisant. Et ce qui s'est passé à Inata, non mais c'est grave. Donc, ça, c'est pas bien d'ailleurs de vouloir cacher ces choses-là. Donc, de mon point de vue, l'audit, il est bien de demander d'auditer pour savoir comment est-ce que les choses se sont passées, comment les commandes se sont passées, et qui s'amuse avec la vie de nos soldats. Parce que pour un soldat qui tombe, c'est une perte pour la République. C'est un protecteur, de moins. Parce qu'ils ont été entraînés et jurés de protéger la nation au prix de leur vie. Mais maintenant, au prix de leur vie, si c'est quelqu'un qui s'amuse à lui donner un faux matériel, comme on a vu à un moment donné l'affaire des gilets, des faux gilets pare-balles, des fausses chaussures ringues. Non. Ça, il ne faut pas. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on s'appuie. Donc oui, moi je suis d'accord qu'il faut faire un audit de cette gestion-là pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Un audit administratif et financier. Parce que l'audit, il y a aussi l'audit administratif. Peut-être que c'est l'appareil administratif en lui-même qui a des goulots d'étranglement. On a une chaîne de commandement qui peut-être n'est pas adaptée à la situation qu'il faut revoir. Oui,
Donc, un audit administratif également, de mon point de vue, dans ces conditions, ça va être nécessaire pour situer carrément la responsabilité. Sinon, nous, au Burkina, on est très procédurier. On est long dans les procédures. Mais à la fin, le résultat est le même. Très long dans les procédures. Minutieux dans les procédures. Mais à l'arrivée, le résultat il n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi nous diligentons les enquêtes, mais ça n'aboutit pas. Puisqu'il faut prendre un temps pour désigner les hommes, prendre un temps pour trouver le texte qui va avec, peut-être décret ou arrêté, et après installer la commission officiellement qui va commencer à travailler avec les délais, qui va demander des reports, après qui va finir faire maintenant une remise officielle du rapport. On commence à mettre une autre équipe encore pour exploiter le rapport, prononcer les... Attendez. On est très procéduré, mais je pense que la longueur de nos procédures, d'ailleurs, c'est pour ne pas avoir de résultats. Si on aurait dû changer depuis longtemps. Parce qu'on ne peut pas continuer de faire la même chose et espérer un résultat contraire. Non. D'accord. Alors, juge, voilà, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, le mécontentement est en train de monter suite à ce qu'on a vu comme attaque. Cela s'est manifesté par beaucoup de grogne, non seulement à Ouagadougou et à l'intérieur du pays. Est-ce que ces décisions-là, pourront faire baisser la température? Oui, peut-être. Parce que il y avait l'impression pour beaucoup que notre pouvoir central était devenu, on va dire comme ça, ce gros décideur avec de l'éther sur la peau pour lequel il fallait enfoncer de l'aiguille peut-être profond pour qu'il commence à comprendre que la situation elle est si difficile et que peut-être les populations les ressentent là de façon plus forte. Et c'est pour ça que, vous savez, quand on demande la démission d'un chef de l'État, je ne sais pas, après ça, s'il y a quelque chose d'autre à demander. Donc, on est arrivé à une situation qui est celle du summum. Je pense aussi que c'est à mettre en parallèle avec, pour moi, les frustrations aussi qui sont devenues très fortes. Et l'incompréhension des uns et des autres sur les réactions et les offres que nous avons. N'oublions pas que quand même le Burkinabé a consenti à beaucoup d'efforts par rapport à ça. Regardez, même quand il y avait un rapport 2021 là, sur le PNDS, rapport d'analyse sur l'impact des conflits, sur la réalisation du PNDS. C'est un rapport qui a été fait en 2021. Donc c'est l'État lui-même qui l'a fait. Il reconnaît que 25% de notre budget a été alloué à ces choses-là. C'est la question sécuritaire. Et que je pense de 2016 à 2019, on a eu, pour notre part de budget en termes de croissance, alloué à cette question sécuritaire, c'est de plus de 140% de taux de croissance. Donc, ça veut dire qu'on met beaucoup plus dedans. Mais qu'on peut comprendre qu'on met beaucoup plus d'argent dedans, donc le contribuable casque beaucoup plus, et qu'on apprenne qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas manger sur le champ de bataille. Mais il y a un problème. Donc ça veut dire que soit il y a un dysfonctionnement auquel cas il faut le régler, mais si c'est une question de moyens, il faut nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on a l'impression que chacun est en train d'ouvrir les veines pour pouvoir aider à ce que la question soit résolue. Maintenant, il ne faudrait pas aussi que, pour moi c'est ça aussi, il faudrait que s'il y a des dysfonctionnements ponctuels, qu'on puisse les régler en fixant des responsabilités. Mais il peut y avoir aussi du structurel. C'est-à-dire que là c'est encore un peu plus grave, ça veut dire que ça demande de revoir en profondeur beaucoup d'autres choses. Moi je me rappelle je pense que le CACEM 2017 du ministère de la Défense, il était inscrit la question des primes d'opération pour ceux qui interviennent dans les zones nord et donc les zones qui sont en front vis-à-vis du terrorisme. C'était une préoccupation qui avait été posée. Bouddha, en janvier 2018, lorsqu'il rencontrait nos forces, il parlait encore de la même chose. Il dit, on est conscient de ce que vous avez comme vous faites sur le terrain, des risques que vous prenez et de votre amour pour la patrie. Et ces primes d'opération-là, c'est des choses qui seront mises en œuvre très rapidement, qui seront gérées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on parle encore de la question des primes. Dites-moi, c'est quoi le principe d'une prime? Le principe d'une prime, c'est ajouter à la motivation. Sur ça encore, on est encore en train de discuter. Donc, il y a du structurel dans le problème. Il y a quelque chose de structurel. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont essentielles, qui devaient être réglées. J'ai l'impression aussi que par moment, il y a, je ne dirais pas par malchance, mais il y a des éléments qui viennent nous jeter à la figure quelques problèmes que nous ignorons. C'est ce qui est en train de se passer. Et quand ça vient, vous voyez la colère des gens. Parce qu'ils se disent, si c'est comme ça, ça veut dire que c'est pire. Si c'est comme ça, ça veut dire que c'est pire. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes. Donc, dire que les décisions d'hier pourront calmer tout, je ne crois pas. Ça va peut-être
peut-être calmer certaines ardeurs, mais il y a des questions profondes qui sont aujourd'hui chez le Burkinabé. C'est est-ce qu'il faut avoir confiance en la façon dont sont organisées nos forces pour pouvoir répondre à ce terrorisme-là. Est-ce qu'on a les hommes qu'il faut, qui sont placés à la place qu'il faut, pour qu'on ait des résultats probants? C'est à ce type de questions que les Burkinabés sont aujourd'hui. Les réponses d'hier, les sanctions, ces choses-là ne viennent pas répondre à cela. Ce qui est interrogé maintenant, c'est, parce que je le répète encore, c'est le premier homme, celui qui a dit et qui a passé dans tous les hameaux du Burkina pour dire la situation sécuritaire, j'ai la solution. C'est lui qui est indexé maintenant. C'est lui qui est interrogé dans ses capacités à pouvoir y répondre. Donc ça lui de convaincre qu'il y a eu des erreurs ou qu'il y a eu des manquements, les régler en donnant la sanction, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas tout le problème. Le gros problème là, c'est que ce que les Burkinabés veulent, c'est de se rendre compte que petit à petit, tout comme on s'est rendu compte que dans certains villages, petit à petit, on ne peut plus repartir. Jusqu'à venir nous coincer comme un étau vers la capitale et tout, et certaines autres grandes villes, qu'il y ait un inversement des tendances. Qu'on se rende compte que, contrairement à des gens qui quittent les zones pour venir et qu'on ait des nombres de déplacés plus nombreux, qu'on ait une inversion des tendances pour qu'on ait des gens qui commencent à repartir chez eux. C'est ça. Sinon, le reste, ça n'est que verbiage. D'accord. Alors, il y a des enquêtes administratives qui sont annoncées, vous l'avez dit, cela ouvre des perspectives. Les résultats certainement seront commentés au tribunal de l'actualité. Nous allons passer à un deuxième sujet qui a été... Vous attendez les résultats des enquêtes? Vous êtes optimiste, hein? Si on annonce des enquêtes, certainement qu'il y aura des résultats. Alors, on l'a dit, il y a d'autres décisions qui ont été prises en Conseil des ministres, notamment l'annulation du processus d'enrôlement biométrique en vue des municipales 2022. Une fois de plus, on parle d'impératifs sécuritaires qui amènent à ces décisions-là. Juge Bougma, c'est vrai qu'on l'évoquait la dernière fois, la question du processus électoral. Alors, c'est une décision qui, pour beaucoup, était logique et attendue. Logique d'ailleurs, très logique. Parce que compte tenu du contexte, c'est très difficile. Si les détachements sont tapés et tout, enrôler, déployer une telle masse de personnes, c'est difficile. C'est très risqué en cette période-là. Parce que c'est quoi? C'est la CENI qui emploie le plus fort contingent d'hommes en temps de paix au Burkina. L'actuelle opération, c'est combien? 2800 personnes qui sont engagées dans le processus. On ajoute ce qui est administratif autour, on va vers les 3000. Et il faut les déployer, sécuriser conséquemment à travers tout le territoire national. C'est un fort contingent, effectivement, d'hommes et de femmes, de jeunes formés, qui comme opérateurs de kits, qui comme superviseurs du processus électoral pour faire ce travail-là. Donc c'est une CENI qui a fini la phase de préparation. Donc la phase de préparation, la forme, le recrutement, on a vu sur les réseaux sociaux, quand les recrutements ont été lancés, donc des juristes, de ceci, le recrutement de tout ce personnel d'encadrement et de formation, tout est fini. Donc les démembrements de la CENI également ont été installés en dehors de certaines zones où c'est très difficile également. Donc tout ce travail de préparation, la CENI a fini. Mais la CENI n'agit pas seule, parce qu'il y a plusieurs maillons d'intervention. Donc, il y a le ministère de tutelle, le MATD, il y a le ministère de l'économie et des finances, il y a la défense nationale, il y a le ministère de la sécurité et les autres maillons de la chaîne. Donc, il y en a qui sont dans le maillon qui ne sont pas prêts. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est compliqué. Parce que s'il faut, imaginons, c'est vrai que la CENI va par bloc. Pas sur tout le monde déploie au même moment, c'est par bloc. Mais dans ce contexte-là, il faudrait combien d'hommes pour un seul opérateur de kit? Et quel arsenal de défense ou de sécurité qui va avec. Donc, ça va demander des hommes. Alors qu'on a déjà des hommes au front, est-ce qu'il faut prendre des hommes au front pour sécuriser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a ce calcul-là que les aspects sécuritaires ont relevé. Mais aussi, il y a le risque que ceux qui vont y aller puissent faire l'objet de représailles. Même pendant le processus électoral à la présidentielle, on a vu que du matériel électoral avait été détruit par moment et même au niveau de l'enrôlement dans certaines zones, c'était très, 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 très compliqué. Donc, il y a cette réalité qui est là. Donc, je pense que c'est une décision logique, mais réaliste aussi. Logique, réaliste, parce que, bon, j'ai dit, c'est une CENI qui est prête, sa machine, elle est prête, mais sur le plan terrain,
il faut pas se leurrer. Il y a des réalités également à prendre en compte. Parce que le Matidé d'ailleurs avait dit, les élections vont être organisées, mais dans les communes où on n'aura pas 50%, ça va aller également sous délégation spéciale. Et moi, je me demandais, celui qu'on va prendre comme délégué spécial là, pour la délégation spéciale là, il va aller s'asseoir où? Puisque le maire même, il n'y est pas. Il est soit dans une capitale de province ou il est assis à Ouagadougou. Il faut dire que sa commune, est sous délégation spéciale. La délégation spéciale, même dans ces conditions-là, va servir à quoi exactement? C'est quelle affaire courante il va expédier, comme on appelle ça, ce monsieur qu'on va désigner ou cette dame qu'on va désigner comme assurant la délégation spéciale. Alors qu'il y a des maires de ces communes-là qui, depuis Ouagadougou, continuent de régler beaucoup de problèmes avec des populations, parlent aux hommes de sécurité, arrivent à avoir des informations pour donner à qui de droit. Et donc, il y a ce lien-là, il y a ce cordon-là que ces maires-là ont réussi à avoir avec les localités, même si lui, en tant qu'autorité et symbole de l'État, il n'y est plus, il y a ce contact-là que lui maintient. Que forcément celui qu'on va désigner comme délégué spécial pour la délégation spéciale ne pourra pas. Mais maintenant, pour revenir effectivement à votre question, et c'est une décision logique, je dis bien, qui est réaliste. Moi, je la trouve d'ailleurs responsable dans ces conditions-là parce que c'était vraiment pas évident. Compte tenu de la situation. Je ne m'alarme pas, mais la décision dit qu'il y a péril à la demeure et la réalité du terrain aussi le dit. Alors, un contexte sécuritaire qui impose qu'on recentre les priorités. On l'a dit, des impératifs de sécurité qui sont annoncés. Le gouvernement estime que, pour l'instant, les élections ne sont pas une priorité. Oui, bon. Quand on a écouté le ministre Tamboura, il a été assez clair. Il y a plusieurs éléments. Il y a ce qu'il a donné d'abord, c'est la question d'ordre général de sécurisation du processus électoral. D'abord, la question des impératifs de sécurité d'ordre général. Voilà. La question de l'impératif de sécurité d'ordre général, c'est la situation dans laquelle on est. Maintenant, il y a le deuxième élément, c'est la sécurisation même du processus en lui-même. Parce qu'il faut envoyer des censeurs un peu partout. Et cela va avec forcément un minimum fait pour eux, pour qu'ils puissent faire ce travail-là. Puisque si vous devez les envoyer partout, vous les enverrez dans des zones à fort défi sécuritaire. Donc, vous les exposez. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut, dans la réalité sécuritaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, se permettre ce luxe-là, de le faire, de sécuriser des hommes, alors qu'on a un territoire même pour lequel on a beaucoup de problèmes. Et puis, il pose même la question des priorités. Est-ce que les gens se sentent concernés par ces élections locales-là, avec les réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, où on a plus de la moitié de notre territoire sur lequel on n'a pas un contrôle à 100%. Ça, c'est une réalité. Maintenant, même s'ils s'entêtaient à le faire et que ça se passait bien, vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a eu nos dernières élections, après les Burkinabés se sont dit, lorsque les attaques ont commencé à se faire de façon plus intense et de façon répétée, ils ont dit, mais c'est bizarre. Lorsqu'il s'était agi des campagnes et autres, on avait l'impression qu'il y avait eu comme un genre de calme. Les attaques, on ne les attendait plus comme ça, même s'il y en avait, mais c'était plus avec le même taux de répétition, la même fréquence qu'on avait avant et tout. Il y a eu un deal ou bien on a sécurisé de meilleure façon notre espace pour la période. Beaucoup ont émis ces réflexions-là. Donc, si on se retrouve dans une situation où on fait encore pour les questions électorales tout l'effort pour que ça se passe bien, et qu'on retombe encore dans les mêmes stupidités dans lesquelles nous sommes, ça veut dire qu'on peut, mais juste qu'on ne peut que pour des moments ou par rapport à des intérêts ponctuels, et que pour après on laisse les gens se débrouiller comme ils peuvent. Donc je crois que ce n'est pas la priorité aujourd'hui pour la plupart des Burkinabés. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce regard-là. Vous vous rappelez que c'était le Premier ministre lui-même qui avait émis le vœu qu'on reporte la question des municipales là. Et après, je pense quelques mois après, mais un mois après, ça a été obtenu au niveau de l'Assemblée nationale et tout, ça a été adopté et tout. Donc, tout le monde comprend que la situation ne se prête pas à un certain nombre d'éléments. Déjà même que vous serez maire d'où? Vous allez faire campagne. Beaucoup de maires ne peuvent même plus être là où vous avez été élus. À quoi ça rime? C'est la question.
D'accord. Alors, dernière question sur ce chapitre-là. C'est vrai que après cette décision, beaucoup se sont posé la question sur la réaction des acteurs politiques eux-mêmes. On a aujourd'hui une partie de la réponse d'une partie des acteurs, parce qu'il y a le CEFOP qui annonce la suspension à sa participation à toutes ces instances nationales en cours, notamment le comité de suivi d'orientation de la réconciliation nationale, les assises nationales, et aussi au niveau du suivi du dialogue politique. Donc même les premiers concernés estiment que ce n'est pas le moment de parler de politique politicienne et notamment politique électoraliste. Mais ils sont dans le combat politique. De toute façon, le chef de file de l'opposition savait que le processus d'enrôlement n'allait pas marcher comme il se devait. Donc des rencontres avaient déjà eu lieu pour faire le point de la situation. Parce que l'organe qui organise les élections a aussi en son sein des représentants de l'opposition qui connaissent le terrain, qui sont aussi sortis pour aller même dans des zones rouges par rapport à l'installation des démembrements et ce qui va se passer. Ils sont sortis par 2 fois. Je dis bien dans des zones à haut risque qu'ils sont allés, traverser jusqu'à Pama et revenir. Donc là, il y a cette réalité aussi qui est là. Donc parmi eux, et comme ils y sont au nom de l'opposition, donc c'est sûr que le point aussi est fait. Donc c'est des réalités également que l'opposition burkinabé connaît. Mais maintenant, par rapport aux autres éléments, c'est l'aspect aussi gestion politique de la situation. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se voile la face. On a effectivement travaillé à politiser notre problème sécuritaire, on a travaillé à politiser notre lutte contre le terrorisme et nous sommes en train de récolter les lauriers. Donc c'est ça aussi. Donc au lieu de trouver des solutions, on a trouvé des réponses politiques et on a fait des récupérations politiques. L'opposition va s'en délecter, la majorité à un moment donné s'en est délectée et ainsi va la vie. On en a fait un problème politique au lieu de trouver des solutions. Donc c'est un camp qui accuse un autre. Alors que lors d'un des dialogues politiques, ils avaient dit ensemble que l'opposition va cesser d'accuser la majorité aussi va cesser d'accuser l'opposition sur ces contextes, ces questions sécuritaires. Mais cet accord ne peut pas marcher parce que si le résultat ne marche pas et puis sur le plan terrain il y a de la pression, ça va être très difficile de tenir. Donc pour dire par rapport à cette situation, c'était prévisible parce qu'on a aussi une opposition qui est prise entre 2 feux. Vous voyez la pression qu'exercent certains jeunes du CDP sur Edi Komboego lui-même par rapport à sa façon de gérer, qui estime qu'il est de connivence avec le pouvoir actuel. Il y en a qui ne sont pas aussi à l'aise avec ça. Donc il y a une opposition aussi qui a une image à défendre, qui a aussi son avenir à préparer et qui se dit que ça peut être une occasion ou une opportunité pour nous. Et l'homme politique, le mot politicus également fonctionne en tenant compte des opportunités et des situations d'ouverture et des brèches qui sont ouvertes pour s'y engouffrer. Et donc on ne peut pas leur dire de ne pas en profiter. Il appartient à ceux qui sont en face également de savoir comment s'en sortir. D'accord. Alors juste Bougma, nous avons 5 minutes pour avoir votre regard sur le dernier sujet enrôlé pour la présente convocation. On l'a dit, pour compter du 1er décembre 2021, les frontières terrestres et ferroviaires du Burkina Faso seront ouvertes. Encore une décision du Conseil des ministres d'hier. Juge Va, finalement, on est tenté de dire enfin la réouverture des frontières. Ouais, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Enfin, parce que ça a été demandé, il y a eu toute une pression, tout le monde s'est posé la question de savoir pour les pauvres Burkinabés qui ne peuvent que passer par la route. Pourquoi est-ce que les confiner alors que bon, pour ceux qui ont les moyens de passer par les airs, cela est possible. Il y a un 2 poids 2 mesures. C'est vrai que le flux terrestre il est beaucoup plus fort, il doit être bien maîtrisé, mais la réalité c'est que pendant plusieurs mois, pratiquement plus d'1 an, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enrichi des personnes véreuses qui ont fait du pass et du contournement à la frontière leur source d'enrichissement et leur gagne-pain, avec la complicité, on a qu'à se dire la vérité aussi, de certaines de nos forces qui sont aux frontières, qui ont payé des tricycles et puis qui aident à faire toutes ces bagouilles. C'est la réalité qu'on a vécue, où tout le monde savait à Ouagadougou que les compagnies n'ont pas arrêté de relier les différentes capitales, alors que les frontières étaient fermées et on savait comment ça se passait. C'était une hypocrisie organisée. Maintenant, bon, je pense qu'on est dans du vrai. Et ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit aussi bien encadré pour ne pas qu'on ait la recrudescence des cas de Covid, parce que c'était la grosse crainte. On parle de passe pour pouvoir passer. Et on parle aussi du test PCR pour pouvoir passer. Il faut que cela soit très bien organisé. Moi, je suis allé, je rappelais une fois ici, pour ceux qui font les vols, quand vous partez, vous allez vous rendre compte, jusqu'à très tard la nuit,
vous attendez, ça va vous prendre en gros 1 heure, 1 heure 30, 2 heures par moment pour pouvoir faire vos tests avant de partir. Si le flux, comme on sait, de voyageurs, pour ce qui est des compagnies aériennes, n'a rien à voir, n'est sans commune mesure avec celle des transports terrestres, il faut dire qu'il faut un vrai dispositif qui soit bien huilé pour qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement et que la question du test ne soit pas encore un autre problème dans le problème. D'accord. Alors, juge, finalement, avec la décision du Burkina Faso, on se rend compte que la décision d'une ouverture concertée a du mal à venir. Alors, chaque État s'est assumé. On peut dire ça comme ça. Oui, chaque État s'est assumé, et on peut le dire comme ça. Et je disais d'ailleurs qu'il appartenait à chaque État de s'assumer. J'avais dit, le Niger a ouvert depuis 2 mois. Le Niger a ouvert depuis. Nous n'avons pas ouvert avec le Niger. Comme le Niger a ouvert, il fallait ouvrir. Le Bénin n'avait pas fermé, nous on a fermé. Donc c'était d'un point de vue aussi la volonté des dirigeants. C'était beaucoup plus question de volonté politique plutôt que de dire il faut une décision concertée. Alors que les décisions n'ont pas été prises de façon concertée. Chacun est allé en fonction de la réponse apportée à la maladie à coronavirus, fermer ses frontières. Quel État a fait la force au Bénin pour dire ferme? Personne. On dit, c'est la liberté du Bénin, c'est la liberté de, comment on appelle ça, de la présidente de la République béninoise et du gouvernement béninois de fermer ou de ne pas fermer. Chez nous, c'est pareil. Donc, pourquoi attendre les autres? Nous ouvrons, ceux qui veulent ouvrir avec nous ouvrent. Donc, je pense que c'est aussi ça, parce que chacun dirige sa population et quand on a vu les solutions que chaque président avait apportées à sa population dans la maladie à coronavirus, les solutions varient d'une personne, d'un État à un autre. Il y en a qui ont appliqué à peu près les mêmes méthodes, mais il y en a qui n'ont pas fait effectivement ces choses-là. Donc je dis bien, c'est leur liberté de choix. Voilà. Mais maintenant, la frontière est ouverte. Est-ce qu'ils vont mettre comment on appelle ça, les guichets, des postes pour les tests là à la frontière? Si oui, si quelqu'un est positif sur le champ, est-ce qu'il y a un site pour l'héberger, les soins, avant de le laisser partir, ou bien on le ramène à la capitale, et avec quelle logistique? Il y a toutes ces choses-là à prévoir. Ou bien la personne fait le test à la capitale avant de décoller. Il y a toutes ces choses-là également à voir, mais d'ici le 1er décembre, on en saura davantage. Merci, juge Bouma, vous l'avez dit, une décision que nous allons certainement commenter en long et en large après l'effectivité de cette décision prise en Conseil des ministres. Alors on l'a dit, le relèvement de 2 officiers de gendarmerie de leurs fonctions suite à l'attaque d'Inata, la suspension du processus de révision exceptionnelle des listes électorales biométriques en vue des élections municipales de 2022 et enfin la réouverture annoncée des frontières terrestres et ferroviaires. Voici les 3 sujets qui avaient été retenus pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles aux médias leaders True TV et Watt FM.